Alors rebonjour ou bonjour ou je sais pas, on est sur la deuxième partie de l'après-midi, la dernière après-midi. Alors, elle est un peu moins nombreux que tout à l'heure. On va vous laisser rentrer. Alors, on accueille pour cette présentation Grégory qui va nous parler de jeux vidéo. Alors Grégory, on a le même âge, hein. On a fait l'informatique, alors pas ensemble, mais à la même période. On a découvert l'informatique de la même façon, grâce en partie aux jeux vidéo. Voilà, ouais. Euh, donc on a un peu un parcours similaire là-dessus, et c'est ça qui m'a beaucoup plu quand on s'est rencontrés. Et il va nous parler de jeux vidéo. Alors, par contre, là, on a le même âge, mais j'ai jamais bossé sur un langage aussi vieux que le sien. Non, c'est pas vrai parce que j'en ai fait d'autres. Donc, il va nous parler de jeux vidéo en Delphi. Alors, Delphi, je sais pas qui connaît le Delphi, qui a déjà fait du Delphi, pardon. Ouais, il y a que les barbus, quoi. D'accord. Ah, il y a un peu moins barbu là. Voilà, donc Delphi, c'est un langage qui dérive un peu du Python, qui est Du enfin, Pascal. du Pascal, C'est pardon. Oui, Pascal. pardon. Ouais. Et qui est très utilisé dans le domaine de la banque et de l'assurance. L'assurance, je sais pas. L'industrie. L'industrie aussi, ouais. Ok, L'industrie. très bien. Ouais. Voilà, donc Grégory va nous parler de ça, il va nous en parler beaucoup mieux que moi. Je te laisse la parole, je reviens pour les questions. Voilà. Ça marche. Et bonjour à toutes et tous. Du coup, oui, on voit l'écran là. Oui, c'est bon. Alors, hop, je vais me présenter très rapidement parce que vous n'êtes pas là pour ça. Donc, je suis développeur à la Maïf en fait. Et du coup, à la Maïf, ben, j'ai fait des applications web, Java, JavaScript. J'y ai fait aussi du COBOL, j'ai fait du Delphi là-bas, j'ai fait du Groovy aussi à la Maïf. Et à titre perso, j'ai fait aussi du PHP, du QBasic et du C++ pendant mes études. Voilà. Et je suis également MVP Embarcadero. Donc Embarcadero, c'est l'éditeur de Delphi et de C++ Builder, puisque c'est le même IDE. Si on le prend avec le compilateur Pascal Objet, c'est Delphi. Si on le prend avec le compilateur C++, c'est C++ Builder. Et je suis MVP, donc c'est comme les MVP chez Microsoft, Most Valuable Professional. C'est comme les Java champions. Voilà, ça vous parlera peut-être plus. Voilà, c'est une certification euh, dans, pour l'outil Delphi. Alors, je vais vous parler de jeux vidéo et de réaliser un jeu vidéo parce que je participe à pas mal de game jam et je suis en cours de développement d'un jeu vidéo que je souhaite faire complet. En fait, il est presque complet, il n'est pas tout à fait terminé. Mais voilà, je vais en parler dans cette présentation. Et je voulais faire un petit focus au départ pour représenter ce que c'était que le monde du jeu vidéo. Et du coup, voilà, là, ça, ce sont les chiffres de 2024. C'est le chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo. C'est 187,7 milliards de dollars sur 2024. Donc c'est le marché du loisir, en fait, le plus important. C'est plus que celui du cinéma et de la musique réunis. Voilà, en fait. C'est en légère progression entre 2023 et 2024. 2025, ils s'attendent à avoir un petit peu un plafonnement parce qu'en fait, il y a non seulement une grosse concurrence, mais il y a aussi certaines consoles qui vont venir. Enfin, la Switch 2 est sortie hier, entre autres. Du coup, ça ralentit un peu le marché en attendant les nouvelles machines. Et il y a des jeux, en particulier une licence qui est attendue, qui a été repoussée de 2025 à 2026. C'est le futur GTA, le numéro 6. Et c'est souvent en fait un palier dans l'industrie du jeu vidéo. C'est souvent un palier et du coup les concurrents hésitent à sortir un jeu similaire en même temps qu'un jeu GTA. Et le marché au niveau mondial voilà, se partage comme ça. Il y a 23%, c'est des joueurs sur PC. Alors oui, quand on dit PC, c'est aussi Mac, hein, éventuellement Linux, voilà, c'est les ordinateurs. 28%, c'est le domaine des consoles et 49%, le jeu mobile, presque la moitié. Mais là-dedans, on inclut tous les chiffres, enfin, c'est vraiment tout le marché du jeu vidéo qui est inclus là-dedans, même les accessoires, les manettes, tout est indiqué ici. Quelques chiffres encore sur le marché du jeu vidéo. Alors j'ai pris deux exemples de gros jeux de Cyberpunk 2077 qui est sorti, je crois, en 2020. C'est un budget en fait initial de 200 millions de dollars avec 400 personnes qui ont travaillé dessus pendant 7 ans. Et c'est sorti en 2020, buggé, en fait. Et la communauté a très mal accueilli le jeu à cause de ça. Et alors maintenant, il y a eu des patchs correctifs depuis. Le jeu ça y est terminé, enfin, jouable. Et ils ont dû rajouter 100 millions de dollars de budget pour les patchs, en fait. Donc au total, c'est 300 millions de budget pour montrer un peu
voilà ce que les gros studios sont capables de mettre. Et j'en ai parlé un petit peu, GTA 6. Alors lui, c'est le premier jeu qui dépasse le milliard de dollars de budget. Ils sont à un peu plus d'1,2 milliard de dollars. Il y a plus de 500 personnes à plein temps depuis 12 ans. Alors il y a 12 ans, quand GTA 5 est sorti, en fait, ils ont déjà commencé à travailler sur le 6, mais c'était encore très léger. Et c'est en fait depuis 2019-2020 où là, le gros des troupes est sur le projet. Et voilà, ça donne une idée de les gros studios, les budgets qu'ils sont capables de mettre dans le développement d'un jeu vidéo. Alors, spoiler, le mien, je n'atteins pas ces chiffres-là, et je n'aurai pas non plus les mêmes objectifs de vente. Voilà. D'autres chiffres, la plateforme Steam, que vous connaissez certainement, a accueilli par exemple plus de 19 000 nouveaux jeux en 2024. Ça fait plus de 50 nouveaux jeux par jour. Donc le mien, quand il sera prêt, il va passer inaperçu. Voilà. En gros, je ne me fais pas d'idée là-dessus, mais voilà, c'est pour montrer, aujourd'hui, on a quand même une offre de jeux vidéo importante, et se démarquer, c'est difficile, surtout si on n'est pas un gros studio, avec des budgets publicitaires, marketing, enfin derrière, voilà. Et si on fait un petit zoom sur la France, donc en 2024, le marché du jeu vidéo en France, c'est 5,7 milliards d'euros. Voilà. Alors là, pareil, les accessoires compris, l'achat des consoles, des jeux, des manettes, voilà, tout compris, c'est le chiffre d'affaires du marché du jeu vidéo en France. Alors pourquoi développer un jeu vidéo? Alors, étant développeur depuis de nombreuses années, j'ai essentiellement fait des applications d'informatique de gestion, en fait. Et voilà, ça permet de sortir de sa zone de confort. Ça permet d'apprendre d'autres techniques, en particulier tous les jeux vidéo. En fait, il y a une boucle principale, chose qu'il n'y a pas forcément dans les applications d'informatique de gestion. Il y a forcément une boucle principale. Il faut itérer dans cette boucle principale, on va dire 60 fois par seconde, pour que le jeu soit fluide. Et dans cette boucle, on va gérer l'affichage, on va gérer les inputs de l'utilisateur, on va gérer l'IA des adversaires, on va gérer les déplacements des adversaires, tout ce qui est animation, la détection des collisions. Enfin, il y a plein de choses de calcul à faire. Et ça, 60 fois par seconde. Voilà. Et du coup, quand on veut débugger, on ne va pas mettre un point d'arrêt dans cette boucle-là, parce que 60 fois par seconde, là, maintenant, je n'étais pas au niveau de mon bug. Voilà, il faut trouver d'autres techniques. Évidemment, on va se poser des questions sur l'optimisation du code. Alors, pas forcément pour qu'il soit facilement reprenable, mais plutôt au niveau des performances. On va pas chercher on cherche à tirer le maximum en fait du produit, du CPU qui est là, du GPU qui est là, et on se soucie moins, on va dire, de la consommation électrique, par exemple. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur rendu possible. Alors ça, c'est un truc que j'aime bien, moi, dans le développement de jeux vidéo, c'est qu'aussi, on voit notre code prendre vie, en fait. On code des algorithmes et on voit que ça interagit tout seul, ça bouge tout seul, ça prend vie. Chose qu'on ne voit pas forcément non plus dans une application de gestion classique. Et un point vraiment, après, plus personnel, comme disait Anthony tout à l'heure, en fait, c'est le jeu vidéo qui m'a amené vers le développement. J'ai commencé d'abord enfant, adolescent, par avoir une console, c'était une Mega Drive, voilà, à l'époque. Les vieux connaissent certainement. Et il y en a quelques-unes de présentées d'ailleurs sur le village. Et la Mega Drive, du coup, je jouais, on échangeait les jeux avec les copains au collège, et puis très vite, moi, ça a été, mais en fait, comment c'est fait un jeu vidéo? Et il a fallu que j'attende, et un certain temps, que mes parents se décident à acheter un ordinateur à la maison. Il y a eu un 486 SX25, mon premier PC, fourni avec MS-DOS 6.20 de mémoire et Windows 3.11, et sous MS-DOS, il y avait QBasic, qui était un compilateur basique de Microsoft, qui était fourni avec quelques exemples, parce qu'il n'y avait pas Internet encore à la maison à ce moment-là, dont ce petit jeu, Gorilla. Et du coup, c'était un projet avec le code source fourni, et j'ai épluché, en fait, le code source à l'époque, et j'ai bidouillé de mon côté. Il n'y avait pas Internet, donc on apprend tout seul, hein, j'étais au lycée. Voilà, et du coup, le but du jeu, là, c'est il y a deux petits gorilles, il faut donner un angle et une force, et le gorille 1 va lancer une banane, il faut essayer de toucher le gorille 2. Voilà. Alors, il peut y avoir une gestion du vent, voilà, et en passant au-dessus des immeubles.
et si ça touche un immeuble, ça casse une partie de l'immeuble. Voilà. Et du coup, c'était les débuts, voilà, c'était en QBasic. Pour moi, en tout cas. Donc le choix des outils, on est en 2025. Maintenant, faire un jeu vidéo, c'est bien plus facile qu'au début des années 90 ou au milieu des années 90, parce qu'il y a plein d'outils qui permettent d'en faire. Donc vous en connaissez certainement. Unity, donc des moteurs de jeu très connus, très utilisés aussi. Unity, donc là derrière, si on veut coder avec Unity, c'est du C#. Unreal, c'est du C++. Godot, c'est du C++. GameMaker, il a son propre langage derrière. Là, ce sont des moteurs connus, réputés. Il y en a qui font de la 3D, de la 2D, il y en a qui savent faire les deux, mais ils ne fournissent pas que le moteur graphique, il y a aussi le moteur physique, le réseau, il y a plein de choses qui sont fournies avec ces outils. Et il y en a plein des moteurs. Il y a Castle Game Engine, celui-là c'est du Pascal. Gorilla 3D, ben, c'en est un pour Delphi, celui-là. Mais en fait, moi, et il y en a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. J'en utilise aucun. Parce que je suis développeur. Et du coup, mon objectif, c'était de faire moi-même mes propres routines, en fait, pour être confronté aux différents problèmes, voir comment ça se passe, comment je peux les résoudre à mon petit niveau. Donc j'ai choisi, il y avait un petit spoiler dans l'annonce, mais voilà, moi j'ai choisi l'outil de prédilection. Mon outil de prédilection, c'est Delphi, de la société Embarcadero. C'est un langage qui est le Pascal objet, c'est fortement typé et moderne, donc c'est cool les langages typés. J'aime pas trop les langages non typés, on va dire. Et c'est moderne parce qu'en fait la première version date de 1995, comme Java, comme JavaScript. Python date de 91, voilà la première version de Python. Non, mais c'était prévu. Et voilà, il y a plein de choses. Dès la base, dès 1995, c'était une architecture orientée composants. Donc ça vous parle peut-être sur les frameworks Front.js actuels, mais voilà. C'était déjà ça à l'époque, dès 1995. On a dans Delphi les lambda depuis 1995. On a dans Delphi les records depuis 1995. Voilà, c'est pour donner une petite idée. Du langage. Ça génère des binaires natifs pour Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Donc binaire natif, aucun runtime, on n'a besoin d'aucun runtime sur ces plateformes-là. Le binaire est vraiment exécutable. Il n'y a besoin du coup d'aucun navigateur, aucune JVM. On est juste le matériel, l'OS et notre appli. Donc comme ça limite aussi la superficie d'attaque pour la sécurité. Enfin voilà. Et on est du coup performant, c'est du natif, et ça fonctionne très bien. Ça dispose, l'IDE, Delphi, dispose d'un éditeur d'interface graphique visuelle. Ça, pour l'informatique de gestion, faire du React aujourd'hui, c'est un retour à 30 ans en arrière, de faire des interfaces en mode texte. Là, on a un éditeur d'interface graphique visuelle, pas besoin d'un Figma, d'un autre outil pour faire des maquettes, non, c'est intégré à l'IDE. À la limite, ce n'est même pas un développeur qui fait les interfaces, ça peut être confié à un UX designer directement. Il n'y a même pas besoin d'avoir un échange particulier, puisque c'est déjà dans l'IDE, le développeur le récupère tel quel. Il n'y a pas besoin d'interface, de communication, on va dire, particulière. Et il y a un autre avantage aussi que j'y trouve, moi, c'est que quand on intervient sur une appli qu'on ne connaît pas, on n'a pas besoin de trouver un cas de test, démarrer l'appli, trouver un cas de test qui nous permette d'arriver à l'écran qu'on voulait modifier. Non, on l'ouvre dans l'IDE, on voit tout de suite la tête de l'écran. Voilà, c'est quelque chose de super pratique. Le compilateur est rapide, ça, on le verra tout à l'heure, puisque c'est du Pascal, contrairement au compilateur C et C++, il n'y a qu'une passe. L'IDE est facile à prendre en main et très productif. Et quand on achète une licence Delphi, les codes sources des frameworks sont fournis. Ce n'est pas open source, c'est un éditeur qui est derrière. Mais quand on a la licence, on a les codes sources des frameworks de développement sont fournis. Du coup, on a un support éditeur et on a les codes sources aussi. Le choix des outils toujours. Donc, on va utiliser dans l'histoire, voilà, Delphi date de 95, la première version, et depuis maintenant une quinzaine d'années, il y avait un framework qui existe toujours, qui est la VCL, Visual Component Library. Pour la petite histoire aussi, Delphi a été créé par Anders Ellsberg, je n'arrive jamais à prononcer son nom, mais quand Delphi est sorti, en fait, Microsoft l'a repéré très rapidement
Il est parti chez Microsoft, il a créé .NET, il a créé C# et TypeScript. Voilà. Il est toujours responsable de C# et TypeScript chez Microsoft, cette personne-là. Donc il y avait 2 frameworks, un historique, plutôt la VCL, Visual Component Library, qui était basé sur les API Windows. Et il y a, depuis une quinzaine d'années, un framework multiplateforme qui permet de gérer de la 2D, de la 3D sur les OS ciblés. Le petit plus également, c'est que les interfaces graphiques qu'on génère via ce framework-là, c'est du vectoriel, du coup ça s'adapte à toutes les tailles d'écran, résolution, définition d'écran. Et une application Delphi, quand on utilise le framework FireMonkey, eh bien, en fonction de la cible pour laquelle on compile, va utiliser en fait soit DirectX pour Windows, OpenGL pour Linux, Metal pour macOS et OpenGLES pour les plateformes mobiles. Voilà pour le choix de l'outil technique, on va dire. Et je suis développeur, je suis ni graphiste ni musicien. Du coup, il a fallu, pour faire un jeu, il m'a fallu des assets graphiques, sonores, des musiques, voilà. Et alors, ayant fait un certain nombre de game jam, j'en avais déjà acheté, notamment chez Kene. Donc j'ai mis, il y en a plein d'autres sites, mais c'est ceux que j'ai utilisés là pour faire le jeu que j'ai mis. De Kene, j'en avais déjà acheté plusieurs, des kits. Et là, pour le jeu de plateforme qu'on va voir après, c'est des assets graphiques et les musiques viennent de Zadi Art. Voilà. Et j'ai mis aussi le site itch.io, que vous connaissez peut-être. Il y a beaucoup de jeux indépendants dessus, gratuits, payants, mais il y a aussi plein d'assets gratuits et payants aussi, que des artistes mettent à disposition comme ça. Voilà. Et du coup, il y a pas mal de ressources là-dessus. Il y a plein d'autres sites où vous trouverez des ressources pour faire des jeux, mais voilà, je n'ai listé là que ce qui m'a servi pour le projet qu'on va voir après. Donc voilà, le petit jeu de plateforme, c'est le jeu qui s'appelle Nagori. Alors, pourquoi j'ai voulu faire un jeu vidéo? Alors, de A à Z, je le répète, que d'un point de vue développement. Les assets, je les ai achetés. J'ai participé à de nombreuses game jams, et à chaque fois, c'est sur un week-end, et on fait un embryon de jeu. Et là, j'ai voulu aller jusqu'au bout, créer un vrai jeu, plusieurs niveaux, une fin, enfin voilà, un vrai petit jeu, et essayer de l'amener jusqu'au bout et de le diffuser après. Voilà. Donc, pour faire simple, j'ai voulu faire un jeu qu'en 2D, avec un investissement faible, contrairement au budget de tout à l'heure. Moi, j'en ai eu pour 70 € les assets graphiques et sonores. Voilà. En gros, le prix d'un jeu, on va dire neuf aujourd'hui, voilà, c'est mon investissement de départ. Et du coup, si jamais j'arrive, quand il sortira, à en vendre et à rentrer dans mes frais, je serai déjà ravi. Voilà. Donc, objectif de vente très limité. Pas de contrainte de temps pour le faire. Ça fait maintenant 2 ans, un peu plus de 2 ans que je suis dessus. Je travaille que pendant mes temps libres dessus, donc il peut se passer un mois sans que j'y touche, et puis je reviens quand j'ai un peu de temps. Voilà, c'est vraiment de temps en temps, mais j'arrive à la fin. Et puis après, pour la petite histoire, voilà, dans ce jeu, il n'y a pas de princesse ni de monde à sauver. Et en fait, pour rester dans le domaine des jeux de plateforme en 2D, c'était la mode quand j'étais adolescent, avec les consoles 16 bits, la guerre des consoles 16 bits. Donc, le thème du jeu, c'est le personnage Nagori, il se fait voler sa collection de consoles rétro, et il va falloir parcourir les mondes à la recherche de ces consoles rétro. Voilà. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans la technique, et on va commencer. Alors, en 50 minutes, on ne verra pas tout pour faire un jeu, mais j'ai mis l'accent sur certains points. Et là, en fait, c'est les scrolling, donc c'est le déplacement des images de fond du décor pour simuler le déplacement. Donc on va afficher plusieurs images, d'abord celle au fond, plus lointaine du joueur, puis celle en avant-plan, etc. On peut en mettre N, et on va les décaler, on va les faire bouger à des vitesses différentes. Comme ça va créer l'illusion de la profondeur pour l'utilisateur. Et comment on va faire ça? Donc ça, c'est l'écran, que ce soit smartphone ou tablette ou ordi. C'est un écran, et on a ici, alors les petits carrés rouges, c'est l'image qui vient de l'asset graphique, que le graphisme va nous proposer ou qu'on a acheté, et voilà. Et on va, en fait, une image a forcément une largeur et une hauteur en pixels, et on va en fait regarder la taille, la résolution de l'écran. Et on va diviser
la taille de la résolution de l'écran par la résolution de la taille de l'image. Donc la largeur de l'écran en pixels, on va la diviser par rapport à la largeur de l'image. Et si notre image, il faut que le graphiste soit bon aussi, il faut par exemple que le bord droit de l'image corresponde avec son bord gauche, et pareil pour le haut et le bas. Et comme ça, on va pouvoir créer une image, le cadre bleu, qui contiendra des tampons de l'image d'origine en fait. Et on va créer une image de plus que celle dont on a besoin pour recouvrir l'ensemble de l'écran. Comme ça, on va pouvoir déplacer ce cadre bleu, et quand le cadre bleu, à un moment, si je veux simuler par exemple un déplacement du joueur vers la droite, l'image, je vais la décaler vers la gauche, jusqu'à arriver à ce moment-là. Et ce moment-là, c'est voilà, la petite flèche en haut à gauche, indique qu'on fait déborder l'image bleue de la largeur d'une image d'origine de l'asset. Et à ce moment-là, je peux revenir à la position initiale, faire revenir toute l'image bleue à la position initiale pour faire, allez, on va indéfiniment, on va pouvoir la redécaler à nouveau sur la gauche, etc. Et on fait pareil sur la hauteur. Alors, un petit exemple. Donc voilà, si vous ne connaissez pas, voilà, Delphine, l'interface, on a le... Ah, vous ne le voyez pas, ah oui. Ah, pourquoi? Ah oui, mais en étendre. Je vais mettre en dupliqué du coup. Vous le voyez là, normalement? C'est bon, là, vous le voyez? Ouais. Hop. Du coup, là, j'ai l'éditeur d'interface graphique. C'est des exemples, hein, donc c'est fait rapidement. Je peux voir ce que ça donne en mode texte. Voir comme texte. Voilà, c'est sa syntaxe particulière. Mais généralement, on la laisse en voir comme fiche. Voilà, il nous redessine l'interface sans avoir à l'exécuter. Et là, j'ai le code correspondant à ce formulaire. Et je vais l'exécuter. Est-ce que ça sort? Oui, c'est bon, ça se voit sur l'écran. Donc là, vous avez vu le temps de compilation et le temps de lancement de l'exécutable. Alors, on va charger une image. Donc là, c'est des images justement d'un des assets graphiques que j'ai acheté. Et je vais lui donner une vitesse de déplacement. Là, il va se déplacer que d'un pixel à chaque fois. Et je crée mon image. Et là, si je touche les flèches, je l'ai implémenté comme ça du clavier, mais en fait, mon image, je peux laisser appuyer sur la flèche droite et indéfiniment, en fait, c'est ce que je vous ai expliqué, je recale, mais ça ne se voit même pas. Quand on arrive à une certaine limite, hop, je recale l'image d'origine aux coordonnées 0, 0, et je peux me déplacer, et pareil sur la hauteur. Alors du coup, si j'appuie sur la flèche du haut et du bas, je peux me déplacer en diagonale, enfin voilà. Et indéfiniment, avec une image qui fait juste une taille un petit peu supérieure à celle de l'écran. Et on peut en mettre d'autres, des images. Hop, celle-là, je vais la mettre, elle va bouger à 2 pixels, donc 2 fois plus vite que l'image arrière-plan. Et puis là, on fait... voilà, ça commence à donner une illusion de profondeur, en fait. C'est le scrolling parallaxe, multidirectionnel, puisqu'il fonctionne dans toutes les directions. Et puis là, pour la démo, je peux aller... J'avais 3 images dans cet asset graphique. Voilà. Donc c'est fait très simplement, mais ça donne l'illusion voilà, d'une profondeur. Et le code, hop. Alors là c'est que je gère les touches au clavier également, mais la création, on a un petit timer, c'est un petit composant graphique que j'ai là. Je lui dis de tourner toutes les 16 millisecondes, parce que ça fait à peu près 60 images par seconde. Et dans le timer, hop là, au bon endroit. Voilà, ça c'est ce qu'on fait à toutes les 16 millisecondes. Et j'ai une méthode, déplacer scrolling, qui est juste en dessous, et qui me permet, voilà, j'ai ma liste de scrolling, et je vais jouer sur la position des scrolling dans cette boucle-là.
en fonction de la vitesse que j'ai indiquée sur chaque image. Hop. On va... Zut, j'ai pas pris le bon. On va poursuivre. Donc, qu'en est-il vraiment pour le jeu Nagori? Donc, les scrollings de fond, comme on vient de voir, ils sont dessinés au plus loin du joueur, vraiment au fond de l'écran. Et après, j'en ai plein d'autres, des scrollings. On va voir là les niveaux avec vraiment les niveaux jouables, le décor avec lequel le joueur va pouvoir interagir. Et puis, il peut y avoir des scrollings aussi devant, pour faire aussi une impression de profondeur encore accentuée. Et au final, il y a aussi des niveaux, des levels, des layouts, pardon, qui me permettent de gérer de la météo, parce qu'il peut pleuvoir et y avoir du brouillard. Et c'est dans cette image-là que je vais dessiner ma pluie, mon brouillard, et en avant, toujours en avant, plus près de l'utilisateur. Et au final, le layer le plus proche du joueur, ça sera celui qui contiendra le HUD, donc l'affichage tête haute, les informations qu'on affiche, le niveau d'énergie, les points, le temps. Il y a un petit chronomètre dans le jeu. Voilà, on peut en mettre autant qu'on veut, en fait, des couches comme ça. Second point important dans les jeux vidéo, c'est la gestion des collisions. Alors, des collisions, il y en a plein. Il y a le joueur avec le décor, le joueur avec les ennemis, le joueur avec des bonus, avec des éléments particuliers du niveau, si on veut mettre une porte, une échelle, enfin voilà, il y a plein de collisions à gérer. Et ça, il existe plusieurs techniques pour gérer ces collisions. La plus simple à mettre en œuvre, la plus rapide aussi en termes de calcul, les bounding box. Donc là, c'est de la 2D, ça marche aussi en 3D, mais en 2D, les calculs sont bien plus simples. On va dessiner en fait un rectangle autour du joueur, et c'est ce rectangle-là, on va voir s'il n'est pas en intersection avec un autre rectangle qu'on dessinerait autour d'un ennemi, par exemple. C'est simple. Dans le jeu, j'ai été obligé d'avancer. En avançant dans les niveaux, j'ai fait des ennemis avec des systèmes de balanciers comme ça, et du coup, il a fallu gagner en précision. Le bounding box, je perdais trop de précision sur les tests de collision, donc j'ai implémenté une méthode par cercle aussi. Mais il en existe plein, un point dans l'hexagone. Alors la meilleure, la pixel perfect, c'est la plus précise, mais c'est celle qui consomme le plus de ressources. Du coup, voilà. Et le choix va se faire. Et puis il y en a plein d'autres après, en 3D également. Et du coup, le choix entre la meilleure méthode à utiliser, ça va dépendre des performances qu'on souhaite. Est-ce qu'on cherche vraiment les performances? Est-ce qu'on cherche la précision des collisions? Est-ce qu'on est en 2D, en 3D? Voilà. Donc on va faire un petit focus sur le bounding box et sur la collision par cercle. Le bounding box, il faut savoir si le rectangle R1, par exemple, intersecte le rectangle R2. J'ai mis le petit schéma, le petit repère en rouge. C'est le coin supérieur gauche de l'écran, c'est l'origine 0, 0. Et l'axe des abscisses est orienté vers la droite classiquement, mais l'axe des ordonnées, lui, est orienté vers le bas. Un Y positif, ça ira vers le bas. Donc là, pour savoir s'il y a collision entre les deux rectangles, alors on peut utiliser l'IA, voilà, mais on peut aussi prendre un papier et un crayon et puis réfléchir un tout petit peu, parce que voilà le code. Il suffit de faire ça. C'est pas très compliqué. Alors là, c'est une fonction du coup en Delphi, savoir si le rectangle 1 intersecte avec le rectangle 2. Et le rectangle 1, alors dans Delphi, l'objet T-rect, en fait, il a une propriété left qui correspond. Alors l'origine du rectangle 1, c'est le coin, pareil, supérieur gauche du rectangle. Le rectangle, il a une origine, position x, y, une largeur et une hauteur. Et la propriété left correspond en fait à la position x du rectangle 1. Et la propriété right, en fait, elle existe. C'est le R1x plus la largeur du rectangle. Mais ça simplifie le calcul d'utiliser directement les propriétés comme ça. Donc on regarde si la gauche du rectangle 1 est inférieure à la droite du rectangle 2 et que la droite du rectangle 1 est supérieure
à la gauche du rectangle 2. Et on fait pareil pour tester la hauteur. Et si c'est le cas, il y a collision. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas collision. Donc l'implémentation est assez simple. Collision des cercles, c'est un poil plus compliqué, mais on est vendredi après-midi, en maths, ça va se limiter à du Pythagore. On ne va pas faire des choses trop compliquées. Et pour les cercles, le cercle, c'est un centre qui a des coordonnées et un rayon. Du coup, on va déjà commencer par calculer la distance du centre du cercle par rapport à l'origine. Donc, le centre du cercle, si je projette sur l'axe des abscisses, j'ai sa coordonnée x, j'ai sa coordonnée y sur l'axe des ordonnées. Et moi, ce que je veux calculer, c'est la distance petit d là, entre l'origine et le centre du cercle. En fait, voilà, c'est un triangle rectangle. Il suffit d'appliquer la règle de Pythagore, parce qu'on connaît les deux côtés du triangle rectangle. Donc la longueur x et la longueur y. Donc voilà, d au carré égale x au carré plus y carré. Du coup, d, c'est la racine carrée d'x carré plus y carré. Même schéma, j'ai juste changé les noms parce que là maintenant j'ai un cercle 1 et un cercle 2. Je vais faire la même chose, j'ai besoin de calculer cette distance-là entre le cercle du centre C1 et le cercle du centre C2, du cercle C2. Je projette les coordonnées du centre, et là on constate qu'on a un triangle rectangle ici aussi, et que son hypoténuse, c'est la distance qu'on veut calculer, et on connaît les distances des deux carrés adjacents à l'angle droit. Puisque là, c'est C2x moins C1x, et là, c'est C2y moins C1y. Donc là, voilà, la formule qu'on va utiliser tout bêtement. Mais après, quand même, c'est un peu embêtant cette racine carrée, parce que alors sur les processeurs modernes, si on calcule une racine carrée, ça va, ça répond vite. Mais on est dans une boucle qui tourne, on doit tourner à 60 fois par seconde dedans. Il y a plein de calculs de collision à gérer, et il n'y a pas que ça à gérer. Du coup, on va chercher à optimiser. Et en réfléchissant un petit peu, on se dit, oui, mais nous, ce qu'on veut, là, c'est une distance qu'on recherche. Une distance, c'est toujours positif. Donc, en fait, on va s'arrêter là sur le calcul. Avoir la distance au carré nous suffit. Pas besoin d'aller jusqu'à la racine carrée, puisqu'on va ensuite, je vais passer à la suite, pour savoir s'il y a collision entre deux cercles, il suffit de voir si la distance entre les deux cercles est inférieure ou égale à la somme des rayons de chaque cercle. Ça, c'est la formule, mais nous, comme on s'arrête à la distance au carré et qu'on ne cherche que du positif, on peut simplifier. Ça veut dire que notre distance au carré calculée entre les deux centres du cercle doit être inférieure ou égale à la somme des carrés, à la somme des rayons au carré. Voilà. Si c'est le cas, il y a collision entre les deux cercles, sinon il n'y a pas collision. Voilà la fonction que j'utilise. Alors là, c'est pareil entre deux cercles, mais le cercle, j'ai les coordonnées en fait de l'objet cercle dans Delphi, c'est le coin, pareil, le cercle est contenu dans un carré, et du coup, c'est les coordonnées du carré, du coin supérieur gauche du carré. C'est pour ça que je calcule le rayon je prends la largeur du cercle C1 et je fais x 0,5 pour en avoir la moitié, pour avoir le rayon. Je fais x 0,5 et pas divisé par 2 parce que la multiplication est plus rapide que la division. Et on aurait pu aller encore plus loin dans l'optimisation, c'est un décalage d'un bit vers la droite, ça équivaut à la même opération. C'est encore plus rapide d'un point de vue CPU, puisque ça prend qu'un cycle d'horloge, une seule instruction. Mais après, c'est la relecture du code. Voilà. Les optimisations, il faut toujours trouver un petit compromis entre les performances et puis la maintenabilité du code. Je suis passé par des variables temporaires là pour stocker ces petits calculs, parce que j'en ai besoin après dans la ligne ici, là où je calcule D2, donc la distance au carré, qui est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, le centre C1x moins centre C2x. Et j'élève au carré, pareil, je n'utilise pas la méthode power de l'unité math, qui est souvent utilisée dans différents langages, et on trouve la même méthode, parce qu'en fait, pour élever au carré, ça c'est plus rapide que d'utiliser la méthode power qui fait plus de choses, d'autres contrôles, et du coup, en termes de perf, c'est un peu moins rapide que de faire la multiplication directement. Voilà. Projet collision. Hop. Très rapidement, on va revenir ici.
vous affiche l'écran. Donc en fait, là, il y a plusieurs collisions. Je vais pouvoir jouer avec les flèches comme tout à l'heure pour déplacer le rectangle bleu. Les collisions vont être testées avec les autres rectangles orange. Et les deux cercles, là, va bouger. Enfin, les deux cercles vont bouger. Il y a une petite animation de mise dessus. Et quand ils vont rentrer en collision, le cercle C2 va changer de couleur. Hop. Donc on voit C1 bouge horizontalement, C2 verticalement. Et quand les deux cercles se touchent, C2 change de couleur. Et là, si je bouge le rectangle 1 avec les touches, je rentre en collision avec R3. Je suis en collision qu'avec R3 et aussi avec R4 maintenant. Et puis évidemment, pareil de l'autre côté. Voilà. Et d'un point de vue code, hop, j'ai pas écouté. C'est exactement les routines qu'on a vues. Donc ça, c'est la méthode d'intersection entre deux rectangles et celle d'intersection entre les deux cercles. Voilà. Hop. Dans le jeu de Nagori, je vais un petit peu plus loin. L'essentiel des collisions, c'est la méthode des bounding box. Mais je vais un petit peu plus loin parce que mon image, en fait, elle a une certaine taille, mais il y a une zone transparente autour du personnage. Et du coup, j'ai voulu, pour que ce soit plus précis en termes de résultats de test de collision, je crée une hitbox, donc un rectangle qu'on ne voit pas à l'écran, mais plus proche du sprite, en fait. C'est le petit rectangle rouge qui est dessiné sur cet écran-là. Ça permet, du coup, on voit bien que si j'avais pris la taille de l'image, le carré bleu, il y aurait eu beaucoup de pertes sur la précision de collision. Alors qu'en prenant la hitbox du rectangle rouge, voilà, je gagne en précision. Et après, alors moi j'utilise qu'une hitbox. Après, si on veut faire des jeux un peu plus évolués, par exemple, si un ennemi nous touche au niveau de la tête, on dit que voilà, ça va nous coûter plus de points de vie que si nous touchait dans l'abdomen, par exemple. On ferait 2 hitbox. On peut faire plein de Xbox et puis à chaque contact, en fait, on décrémenterait le nombre de points de vie qu'on souhaite. On va passer aux animations. Donc les animations, ça permet de donner vie au jeu, aux personnages et au décor. Et en fait, c'est comme le principe du dessin animé, hein, c'est une image qui contient les étapes de l'animation. Du coup, le composant image qu'on va utiliser pour afficher l'image, il va falloir qu'il n'affiche qu'une portion de l'image, et régulièrement, il va afficher la deuxième portion, la troisième portion, et tourner en boucle comme ça indéfiniment, enfin, tant que le joueur fait l'action qui correspond à l'animation. Là, je vous montre le mouvement quand le personnage court, en fait. C'est 8 étapes de... Et pour faire cela dans Delphi, là, c'est très simple, il n'y a même pas besoin de coder, parce qu'on a le composant image qui nous permet d'afficher une image, et un composant tBitmap-list animation qui permet justement d'avoir une image du type qu'on a vu tout à l'heure, et on lui indique le nombre d'étapes et le temps qu'on souhaite pour réaliser une animation complète. Et après, on lui dit, il y a la propriété loop pour lui dire, voilà, tu vas te boucler indéfiniment là-dessus. Et puis après, cerise sur le gâteau, les animations dans Delphi tournent dans des threads propres. Du coup, c'est multithreadé. Hop là, il y avait la petite démo. Hop. Donc là, la petite démo, c'est simple, hein. Il y a un rectangle en bas du formulaire qui symbolise le sol et un rectangle bleu qui symbolise notre sprite. Et dans le timer, toujours pareil, hop. Ah non, ça c'est le saut. J'ai pas mis l'animation. C'est pas le bon projet, c'est celui qu'on va voir juste après. Donc dans l'animation, je n'ai qu'une image, donc un composant image standard de Delphi, et le bitmap animation qui est là. Là, si je viens, hop. Alors l'écran, c'est que je suis en zoom pour que ce soit assez visible de tout le monde. Mais je ne sais pas si c'est bien visible. J'ai ici voilà, c'est l'image que je vous ai présentée. Alors là, elle apparaît un peu petite parce que c'est à taille réelle,
l'asset graphique il est assez petit. C'est l'image que je présentais tout à l'heure sur la diapo. Et mince, c'est derrière. On lui dit qu'il y a 8 étapes dans cette animation. Il n'y a qu'une ligne, parce qu'il pourrait y avoir des étapes suivantes sur plusieurs lignes. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas. Je lui dis que je veux que ça dure, une itération de cette animation dure 0,6 secondes, et enable à true pour l'activer dès le démarrage. Et voilà, on a notre illusion du sprite qui est animé. Et là, c'est sans code, parce que j'ai rien là dans l'implémentation. Gérer le saut, dernier élément qu'on va voir, c'est gérer le saut. Alors sur des forums, il y en a qui me disent « ouais, c'est compliqué, il faut gérer de la physique et tout ». C'est un petit peu plus compliqué, mais c'est la manière dont j'ai fait, non, c'est toujours très simple. On a besoin en fait d'un vecteur vitesse. Ça va être la vitesse du sprite sur l'axe Y. L'axe Y est orienté vers le bas. Un vecteur gravité, donc c'est une valeur, voilà, pareil, du coup, qu'on va incrémenter dans notre boucle principale. Ben, la position du joueur, on va forcément sur l'axe des ordonnées, on va forcément lui incrémenter à chaque fois, à chaque itération dans la boucle principale, le vecteur gravité, jusqu'à détecter une collision avec le sol, une plateforme, voilà. Et là, on remet la vitesse Y du joueur à 0. Une puissance, qui va être l'impulsion qu'on va donner au joueur quand il va sauter. Il s'agit simplement d'une valeur du coup négative, parce qu'on veut que ça remonte, l'axe Y est orienté vers le bas, donc une valeur négative. Et ça va faire que le sprite va monter rapidement. Et comme dans la boucle principale du jeu, on va réincrémenter le vecteur gravité, et ça va le freiner, le stopper et le faire redescendre jusqu'à trouver une collision. Ben voilà, c'est ce que j'ai expliqué, c'est ce qu'on va voir dans l'exemple. Hop. C'était celui-là, je crois. Ouais. Voilà, le rectangle ne touchait pas, le rectangle bleu ne touchait pas le sol, symbolisé par le rectangle gris, donc il est tombé. Là, il touche le rectangle gris, sa vitesse Y est à 0. Et maintenant, si je clique sur le bouton Jump, hop, si je clique bien dessus, voilà, je lui donne une impulsion, c'est-à-dire une valeur Y négative importante, c'est pour ça qu'il va décoller du sol. Et comme dans la boucle principale, je réincrémente avec le vecteur de gravité, ben ça va le ralentir, et puis après, ça va le refaire redescendre jusqu'à la collision avec le sol. Donc voilà, c'était juste ça. Et du coup, le jeu Nagori, voilà, là, il y a le lien vers la démo sur le Play Store. Il n'y aura pas de version iOS parce que je n'ai pas de périphérique iOS et je n'ai pas de compte Apple pour développer. Voilà. Quelques petites captures d'écran de différents niveaux, mais je vais vous le montrer juste après. Hop, oui, ben je vais vous le montrer maintenant. Voilà le projet. Et si j'exécute. Alors là, il y a le son normalement pour la captation, mais ah voilà. Donc il y a évidemment un petit menu. Les versions Windows et Mac, on pourra jouer à la manette. Sinon, c'est au clavier. Et les versions Android, en fait, il y a un layer de plus à l'affichage où je dessine des boutons haut, bas, gauche, droite et 2 boutons d'action et un bouton pour la pause. Petite démo. Alors, première partie, on met un nom. Un petit autoplay, ça c'est un petit clin d'œil au jeu Neo Geo de l'époque où il y avait toujours un petit autoplay, ou sur les bandes d'arcade aussi. Et la petite particularité aussi du jeu, je n'en ai pas parlé, c'est qu'il est jouable, c'est un jeu en 2D, mais jouable sur 2 plans. Et il y aura des petits indices dans le graphisme
on voit là l'herbe du premier plan est un vert assez prononcé et l'herbe au deuxième plan est plutôt jaunie. Voilà, ce sera des petits détails comme ça graphiquement qui vont faire la différence entre les deux plans. Voilà les consoles. Il est fier de nous présenter sa collection de consoles. Et il y a un voleur qui va arriver, qui va lui prendre les consoles. J'ai fait avec les animations que j'avais dans mes assets. Hein. Je ne suis pas graphiste. Hein. Et là, on arrive sur la map. Et du coup, au début du jeu, voilà, on n'a accès qu'au monde de la forêt. Donc chaque monde est décomposé en plusieurs sous-parties. Il y aura un choix de chemin dans chaque monde. Il y a un choix de chemin dans chaque monde. Et voilà ce que ça donne au final. Le petit personnage, mais je peux... Hop, je me suis fait toucher. Et là, on voit la couleur, je ne sais pas comment ça rentre aux grands écrans, mais le premier plan, les plateformes sont un vert bien prononcé et derrière, c'est un peu plus jauni. Et pour passer d'un plan à l'autre, en fait, j'appuie sur la flèche du haut. Du coup, le premier plan devient un peu transparent. Alors, le niveau de transparence se règle dans les options. Et je saute pour passer d'un plan à l'autre. Et je ne sais pas si vous voyez le pointeur de souris. À côté du chrono, il y a le plan là indiqué, on est sur le deuxième plan. Et pour revenir sur le premier plan, pareil, j'appuie sur la flèche du haut et je saute. Et je reviens sur le premier plan. Donc, il y aura des éléments de gameplay dans certains niveaux. Il faut passer d'un plan à l'autre pour pouvoir avancer dans le jeu. Et si je vais un petit peu plus loin, juste pour... Alors, il faut récolter les petits diamants. Alors le bruit, voilà, c'est des assets que j'ai achetés de différents groupes personnes et du coup, c'est pas les mêmes niveaux de volume. Il y a encore des réglages à faire. Là, je me suis fait toucher par l'ennemi. Et je vais juste vous montrer la fin parce qu'il y a de ce sous-niveau-là. Alors moi, je connais un petit peu le jeu. Parce que voilà, après, je vais en parler en conclusion. J'en parlerai en conclusion. Ça va être très rapide. Ah bah non, ça sera pas très rapide. Donc ça sera, vous le verrez, si vous y jouez, voilà. Dans la démo, il y a le monde de la forêt, le village et le début du monde de la jungle qui sont jouables. Et évidemment, j'ai mis aussi quand on fait une nouvelle partie. Alors ça se sauvegarde, quand on termine un niveau, il y a une sauvegarde automatique. Voilà. Et pour la récupérer, c'est le nom du joueur que vous avez mis, là, c'est le nom du fichier de sauvegarde. Donc vous pouvez lancer plusieurs parties ou recharger une partie précédente. Et il y a des petits codes, il y a des petits cheat codes dans le nom du joueur. Bon, je vais en donner un, évidemment, Delphi. Il y a eu un petit titit au son, on a activé quelque chose. Et là, on a accès à tout. Et du coup, voilà, je peux montrer... alors, le niveau du château, c'est le dernier qui va se déverrouiller. Et là, voilà, là, il pleut. On est dans une forêt, on va vers le château. Il y a des ennemis. Il y a 4, 5, 6. Il y a 6 plans différents de scrolling sur celui-là. Et puis, ah oui, mon portable, c'est pas un portable de gamer non plus. Hein. Il n'y a pas de carte graphique dedans, c'est le GPU du processeur qui tourne. Voilà, après, il y a des mondes voilà, dans la grotte. Et dans le village, il y a des petits magasins où on peut acheter. Parce que là, au départ, on n'a pas d'épée. Par exemple, on peut acheter des épées en récoltant les petits diamants. En fait, ça permet, dans le monde du village, d'aller à la boutique du forgeron pour récupérer épées ou des bottes qui permettent de courir ou de sauter plus haut et plus loin. Voilà, il y a des petits upgrades du personnage. Là, par exemple, j'ai l'épée. Avec le code, j'ai l'épée. Après, il y a des épées plus puissantes. Du coup, ça va... Là, elles vont faire un dégât que d'un point de vie aux adversaires. Alors qu'après, il y a des épées plus performantes aussi. Là, il y a des petits effets d'eau. Voilà. Et voilà pour la petite présentation du jeu. Je reviens ici. Donc en conclusion, ben voilà, développer un jeu vidéo, c'est tout à fait faisable. Alors il ne faut pas non plus imaginer concurrencer des studios professionnels. Il faut commencer
Quelques conseils pour se lancer. Ben voilà, bien maîtriser un langage de programmation. Il ne faut pas que ce soit un frein, le langage de programmation. Et il faut voilà, bien maîtriser un langage. Commencer par des tout petits projets, puzzle game, des choses où l'écran ne bouge pas. Voilà. Et après, on complexifie petit à petit. Du puzzle game, on va passer à un Pac-Man, parce que le Pac-Man, il faut alors, générer un labyrinthe. Il y a des algos pour ça. Mais il faut gérer l'IA des fantômes. Il y a des collisions à gérer, alors que sur un puzzle game, voilà, il n'y en a pas. Du coup, on monte progressivement en difficulté. Il faut commencer par des petits projets, participer à des game jams. Alors ça, voilà, si j'en ai parlé, je ne sais pas si tout le monde connaît, c'est des concours de développement de jeux vidéo, comme des hackathons en fait. Mais ça se tient. Alors moi, je participe surtout sur un week-end. Il y en a qui durent sur plus longtemps que ça, mais c'est un week-end intense, surtout quand on participe à des compétitions internationales où ben voilà, le thème il est donné le vendredi au début de la compétition. Oui, mais nous, ça tombe dans la nuit du vendredi au samedi à 3 h du matin. Alors, il faut rendre le projet dans la nuit du dimanche au lundi à 3 h du matin aussi. Du coup, ça réduit un peu la fenêtre où on peut travailler. Il faut dormir un petit peu. Mais moi, c'est un exercice. J'ai amélioré mes petites routines à chaque game jam. Je profite des game jams pour améliorer mes routines, parce que j'ai des routines en 3D aussi. J'ai fait des petits FPS en 3D. J'en ai pas parlé, il faut penser aussi à la structure des niveaux et comment on les sauvegarde, on les fait persister dans un fichier. Se fixer des limites et s'y tenir. Parce qu'on est toujours, enfin moi c'est le côté un peu développeur. Tiens, je vais rajouter telle fonctionnalité dans mon petit moteur. Ah tiens, mais en fait, j'en rajoute, et puis j'avance pas sur la création de mes niveaux. Je veux le finir, mon jeu. Je veux livrer, on va dire, et il faut que je m'arrête. Voilà, non, stop. Ça sera peut-être pour une V2, on verra, mais tu t'arrêtes, parce que faire un niveau, en fait, c'est un métier à part. Hein. Game designer, level designer, c'est pas être développeur, et faire des niveaux intéressants, c'est difficile. Et n'utilisez pas de moteur. Enfin, ça c'est mon avis, mais au moins dans un premier temps. Après, oui, mais se confronter au problème avant d'utiliser un moteur qui va vous faire des choses très bien et bien mieux que ce que je peux faire là, mais on n'apprend pas en fait. On utilise des briques toutes faites, on est juste assembleur, on n'est pas développeur, et il faut connaître un petit peu ce qui se passe dessous. Et quand on a été confronté au problème, après, oui, pour accélérer, pour avoir un meilleur rendu, utiliser des moteurs, mais enfin moi c'est ma vision. Je ne sais pas si vous connaissez David Mekersa aussi, qui a créé l'école Game Coder en ligne. Voilà, il est aussi sur cette philosophie-là d'apprendre d'abord à programmer et après on utilise des outils qui sont faits pour, et pas l'inverse. Merci de m'avoir écouté, mais maintenant c'est à vous de jouer. Merci et bravo.